La lumière du matin glissait sur les quais de Sète avec une douceur trompeuse, comme si la mer elle-même refusait d'admettre que derrière la façade paisible de la ville, une vérité plus sombre cherchait à émerger. Dans le bureau de la police, Martin ne regardait plus les choses comme les autres. Là où certains voyaient un cambriolage violent qui avait mal tourné, lui distinguait des détails qui résistaient, des incohérences qui ne s'alignaient pas avec le récit trop lisse de Brice Mussard. Il ne s'agissait plus d'une simple intuition professionnelle, mais d'une certitude intime, presque viscérale, qui s'imposait à lui à chaque nouvelle pièce du puzzle. Depuis l'agression et la mort de l'épouse de Brice, tout semblait orienter l'enquête vers un homejacking. Une intrusion nocturne, une maison sans dessus-dessous, un mari retrouvé ligoté et blessé, incapable de porter secours à celle qu'il disait aimer plus que tout. Pourtant, plus Martin replongeait dans les rapports, plus une sensation persistante s'installait. Quelque chose avait été soigneusement mis en scène. L'ordre apparent du chaos, la précision des gestes, la manière dont Brice décrivait les faits sans jamais flancher, comme s'il avait répété chaque phrase dans sa tête avant de la livrer. La première fissure était apparue presque par hasard, dans une note technique que beaucoup auraient ignorée. Le costume que portait Brice ce soir-là avait été retrouvé propre, encore humide, dans la machine à laver. Un détail banal en apparence, sauf que l'étiquette indiquait un nettoyage à sec exclusivement. Martin avait relu cette mention plusieurs fois, laissant courir son doigt sur le papier comme s'il pouvait en extraire un aveu. Pourquoi lancer une lessive 30 minutes après la mort de sa femme? Pourquoi risquer d'abîmer un vêtement de qualité en le passant en machine, si ce n'était pour effacer quelque chose? Brice avait répondu avec une aisance presque désarmante. Il avait parlé de départs différés, des habitudes de Nadia, qui aimait faire tourner la machine pendant les heures creuses pour économiser quelques euros. Un argument rationnel, plausible, presque touchant dans sa banalité domestique. Mais Martin connaissait trop bien ces raisonnements construits pour rassurer. Les criminels ne commettent pas toujours des erreurs spectaculaires, ils trébuchent sur des détails qu'ils croient insignifiants. Pendant ce temps, à l'hôpital, Brice préparait son départ avec une sobriété étudiée. Il rangeait ses affaires avec lenteur, comme un homme accablé par le deuil, alors qu'au fond de lui, une autre bataille se jouait. Il avait compris que Martin ne le lâcherait pas. Il sentait ce regard posé sur lui, cette méfiance qui ne se dissipait pas malgré l'absence de preuves formelles. Alors il avait choisi une autre stratégie, plus subtile, plus efficace, s'adresser à Raphaël. Lorsque le téléphone avait sonné, la voix de Brice s'était faite tremblante, chargée d'une émotion maîtrisée. Il s'était excusé pour sa violence passée, pour ce geste qu'il disait regretter. Il avait parlé de son amour pour sa femme, de l'injustice de la situation, du sentiment d'être traqué par un mari jaloux plus que par un commandant impartial. Raphaël, de son côté, oscillait entre loyauté conjugale et conviction intime. Elle affirmait savoir reconnaître un manipulateur, persuadée que Brice n'en était pas un. Elle reprochait à Martin d'enquêter à charge, de chercher à confirmer une hypothèse plutôt qu'à découvrir la vérité. Martin, lorsqu'elle lui rapporta la conversation, ne céda pas. Il ne s'excuserait pas de faire son travail. Il connaissait trop bien les mécanismes de l'emprise pour se laisser attendrir par un homme qui se posait en victime. Pourtant, derrière sa fermeté, une tension sourde s'installait. Ce n'était pas seulement une affaire criminelle, c'était une fissure dans son couple, un désaccord qui touchait à la confiance et à la perception du monde. Au commissariat, Aurore et Georges échangeaient à voix basse. Ils estimaient que la piste du homejacking tenait encore la route. Pour eux, Martin semblait s'acharner, comme s'il voulait à tout prix que Brice soit coupable. Aurore, avec son franc-parler habituel, laissa même entendre qu'il y avait peut-être autre chose derrière cette obstination. Brice était proche de Raphaël. Trop proche. Elle sentait chez son supérieur quelque chose qui relevait davantage du mari que du commandant. Martin encaissa ces remarques sans broncher, mais elles laissèrent une trace. Il savait que l'objectivité est une ligne fine, et que la moindre émotion peut la brouiller. Au hall, l'atmosphère était d'une toute autre nature. Judith tentait de gérer le jeu de la pièce d'or lorsqu'un client mécontent se mit à crier, l'accusant d'arnaque. La scène attira les regards, la tension monta rapidement, et avant que la situation ne dégénère, Arthur intervint. Il s'interposa avec assurance, escortant l'homme vers la sortie, protégeant Judith et Émilie comme un chevalier moderne dans un décor de marché provençal. L'incident fut vite maîtrisé, mais il renforça encore cette image de sauveur qu'Arthur cultivait presque malgré lui. Chloé et Alex arrivèrent peu après, et Judith leur raconta les faits avec un mélange d'agacement et de reconnaissance. Arthur, fidèle à son naturel expansif, minimisa son rôle, mais l'épisode laissa une impression durable. Il était toujours là au bon moment, toujours prêt à intervenir. Une présence rassurante, presque évidente.
Plus tard, au Spoon, l'ambiance se fit plus chaleureuse. Alex et Chloé avaient invité Arthur et Lou pour le remercier. Autour de la table, les discussions glissèrent vers les souvenirs, les voyages, les origines. C'est là qu'Arthur révéla, avec une simplicité désarmante, qu'il était le cousin de Joyce. La surprise fut générale parmi les Delcourt. Les regards se croisèrent, les questions fusèrent, et cette révélation redessina discrètement certaines lignes familiales. Nina et Karim arrivèrent peu après, apportant avec eux cette énergie particulière des retrouvailles imprévues. Nina voulait rester pour le goûter, s'intégrer à cette bulle conviviale, tandis que Karim, partagé entre amusement et lassitude, observait la scène avec un sourire contraint. Mais l'esprit d'Alex, lui, était ailleurs. Les questions de Martin sur la voile et les nœuds marins avaient éveillé en lui des souvenirs anciens, des gestes appris sur les pontons, des techniques répétées jusqu'à devenir instinctives. Lorsque Martin vint le voir, il ne s'agissait plus d'une simple discussion théorique. Le commandant avait apporté des photos des marques laissées sur les poignets et les chevilles de Brice. Il les étala avec soin, invitant Alex à regarder de plus près. Les traces étaient régulières, presque trop propres. Pas de lutte apparente, pas de torsion chaotique. Martin évoqua alors un détail qu'il avait remarqué chez Brice, un tableau de nœuds marins accroché au mur, preuve d'un intérêt marqué pour la voile. Cette passion, anodine en surface, pouvait devenir déterminante. Un homme habitué aux amarres et au cordage savait manier les liens avec précision. Il connaissait les boucles, les nœuds coulissants, ceux qui serrent sans se défaire. Dans un silence concentré, Martin proposa à Alex de tester une hypothèse. Il lui montra comment placer la corde, comment créer un nœud capable de se resserrer sur lui-même, comment passer d'un lien apparemment solide à une position maîtrisée. Alex hésita d'abord, conscient de la gravité du geste. Se laisser attacher, même pour une démonstration, revenait à entrer physiquement dans le scénario d'un crime. Pourtant, il accepta. Les cordes entourèrent ses poignets, puis ses chevilles. Sous l'œil attentif de Martin, il reproduisit les gestes appris autrefois sur les quais. Il serra, ajusta, testa la tension. En quelques minutes, il se retrouva ligoté, exactement comme Brice l'avait été. Le cœur battant, il tenta un mouvement, puis un autre. Les nœuds, savamment placés, donnaient l'illusion d'une immobilité totale. Mais celui qui les avait faits connaissait la clé pour s'en libérer. Martin observa chaque détail, chaque angle, chaque marque laissée sur la peau d'Alex. Ce qu'il voyait correspondait aux photos. La régularité, la logique interne des liens, tout concordait. Une conviction froide s'installa en lui. Brice n'avait peut-être jamais été victime. Il s'était peut-être fabriqué son propre alibi, utilisant son savoir maritime pour se donner l'apparence d'un homme neutralisé par des inconnus. Dans ce bureau où flottait encore l'odeur du sel et de la corde, Martin comprit qu'il tenait quelque chose. Pas encore une preuve juridique irréfutable, mais une démonstration concrète que le scénario du homejacking pouvait être une illusion. Il ne restait plus qu'à transformer cette intuition en vérité judiciaire. La mer, au loin, continuait de respirer calmement. À 7, rien ne semblait avoir changé. Pourtant, une ligne venait d'être franchie. Entre la loyauté conjugale, la manipulation subtile et les gestes précis d'un marin expérimenté, l'affaire prenait un nouveau tournant. Et au centre de tout, un homme ligoté par ses propres nœuds, peut-être prisonnier d'un mensonge qu'il croyait parfait. La tension qui s'était installée dans le bureau de Martin ne retomba pas lorsqu'Alex fut enfin libéré de ses liens. Au contraire, elle sembla se condenser, devenir plus dense, presque palpable. Alex massait ses poignets encore marqués par la corde, non pas à cause de la douleur physique, mais à cause de ce que cette démonstration impliquait. Il connaissait Martin depuis suffisamment longtemps pour reconnaître ce regard-là, celui d'un homme qui vient de franchir un seuil mental, qui a cessé de douter pour commencer à bâtir une certitude. Ce n'était plus une simple hypothèse. C'était une construction logique, un enchaînement de faits, de gestes et de compétences qui, mis bout à bout, formaient un scénario cohérent. Un scénario dans lequel Brice Mussard n'était plus la victime ligotée d'une intrusion violente, mais l'architecte méthodique d'une mise en scène destinée à tromper tout le monde. Martin se repassa mentalement chaque élément. Les traces sur les chevilles, la symétrie des marques, l'absence de blessures correspondant à une lutte désordonnée, le costume passé à la machine malgré les consignes strictes de nettoyage à sec. La lessive lancée à un moment précis, trop précis. Et maintenant, cette démonstration, un homme habitué aux nœuds marins capable de se lier lui-même d'une manière crédible. Il ne s'agissait pas d'un détail isolé, mais d'un motif récurrent. Les nœuds marins exigent une connaissance technique, une mémoire gestuelle acquise par la répétition. Ils ne s'improvisent pas dans la panique. Ils sont le fruit d'un apprentissage, d'un goût pour la précision. Brice, passionné de voile, avait chez lui un tableau décoratif illustrant différents types de nœuds.
Un objet que beaucoup auraient considéré comme purement esthétique. Pour Martin, c'était devenu une signature silencieuse. Alex, de son côté, ressentait un trouble plus intime. Il avait accepté de servir de cobaye par amitié, par loyauté, mais aussi parce qu'il croyait en l'instinct de Martin. Pourtant, reproduire physiquement la scène, sentir la corde serrer sa peau, avait réveillé quelque chose de plus profond. Une conscience aiguë de la fragilité d'une vérité. Il suffisait d'un récit bien construit pour inverser les rôles, pour transformer un coupable en victime et un enquêteur en accusateur acharné. « Si c'est vrai », murmura-t-il sans terminer sa phrase. Martin comprit ce qu'il n'osait pas formuler. Si c'était vrai, cela signifiait que Brice avait non seulement menti, mais qu'il avait laissé planer le doute sur l'existence d'agresseurs fictifs, mobilisant inutilement les forces de l'ordre et manipulant l'opinion, y compris celle de Raphaël. Justement, Raphaël. Au même moment, dans son cabinet, elle relisait le message vocal que Brice lui avait laissé. Elle n'avait pas voulu l'effacer. Sa voix, brisée, presque implorante, semblait sincère. Il s'était excusé pour sa violence, pour ce geste qu'il disait ne pas reconnaître. Il avait parlé de sa femme avec une émotion qui paraissait authentique. « Je ne lui aurais jamais levé la main. Je l'aimais trop. » Cette phrase tournait en boucle dans son esprit. Raphaël connaissait la manipulation. Elle en avait défendu des victimes, elle en avait démonté des mécanismes. Elle savait que les manipulateurs jouent sur la culpabilité, sur la compassion, sur la fatigue morale de leurs interlocuteurs. Pourtant, face à Brice, elle ne percevait pas ce masque. Elle voyait un homme abattu, isolé, accablé par un soupçon qu'elle jugeait prématuré. Le plus douloureux n'était pas tant l'affaire elle-même que le désaccord avec Martin. Elle avait l'impression qu'il se refermait, qu'il devenait inflexible au point de ne plus écouter d'autres pistes. Elle lui avait dit qu'elle savait reconnaître un manipulateur. Elle avait voulu affirmer son expertise, son indépendance de pensée. Mais au fond, une question s'insinuait malgré elle. Et si elle se trompait ? Au commissariat, l'atmosphère était moins tendue, mais les discussions n'en étaient pas moins vives. Aurore analysait les éléments factuels avec son pragmatisme habituel. Pour elle, le scénario du homejacking restait plausible. Les cambriolages violents existaient, les agressions imprévisibles aussi. Elle ne niait pas les incohérences relevées par Martin, mais elle refusait de les ériger en preuve définitive. Georges, fidèle à sa nature analytique, tenta de comparer les marques observées sur les photos avec des cas antérieurs. Il consulta des bases de données, examina des rapports d'agression similaires. Les résultats étaient mitigés. Certaines victimes ligotées présentaient des traces comparables, d'autres non. Rien d'assez tranché pour clore le débat. Pourtant, même chez eux, un léger doute commençait à naître. Martin n'était pas du genre à s'acharner sans raison. S'il insistait autant, c'est qu'il avait perçu quelque chose d'essentiel. Pendant ce temps, au lycée, une autre dynamique se jouait, plus légère en apparence mais tout aussi révélatrice des fragilités humaines. Erika avait confié les clés à Marceau pour organiser la braderie dans le hall pendant les vacances. Elle avait accepté, non sans une pointe d'appréhension. Donner les clés d'un établissement à un élève, même responsable, impliquait un pari sur la confiance. Marceau, grisé par cette responsabilité, mit la musique à fond pour attirer du monde. L'ambiance se voulait festive, presque insouciante. Diane, de son côté, s'était mise en avant, improvisant un défilé avec les vêtements destinés à la vente associative. Elle marchait avec une assurance nouvelle, consciente des regards posés sur elle. Bastien observait la scène avec une ambiguïté difficile à décrypter. Était-ce de la jalousie, de l'admiration, ou un mélange des deux ? Esmé, qui remplaçait Violette partie en voyage pour l'anniversaire de sa mère, tentait de maintenir un équilibre, de garder l'événement dans un cadre raisonnable. Lorsque Marceau évoqua l'idée d'acheter une petite bouteille pour célébrer la réussite de la journée avec l'argent de l'association, le ton changea. Bastien, Esmé et Diane s'y opposèrent immédiatement. Il y avait des limites à ne pas franchir. L'argent récolté avait un but précis. Derrière la légèreté apparente, une leçon de responsabilité se dessinait. La complicité entre Diane et Marceau, cependant, se renforçait. Ils partageaient des regards, des sourires complices, une manière de se comprendre sans trop parler. Une alchimie naissante, fragile, qui n'échappait à personne. Au Spoon, l'ambiance était plus chaleureuse. Arthur, encore auréolé de son intervention au hall, se laissait porter par les conversations. Lorsqu'il révéla qu'il était le cousin de Joyce, le silence qui suivit fut d'abord incrédule, puis amusé. Les Delcourt ne s'attendaient pas à cette révélation. Pour Judith, cette information avait une résonance particulière. Elle voyait en Arthur non seulement un allié ponctuel, mais un lien inattendu avec une histoire plus vaste, un réseau familial qui s'étendait au-delà de ce qu'elle imaginait. Nina, arrivée avec Karim, demanda spontanément à rester pour le goûter,
comme si cette table représentait un refuge familier. Karim, quant à lui, masquait son agacement derrière une expression faussement détachée. Il observait Arthur avec une pointe de méfiance instinctive, sans pouvoir expliquer précisément pourquoi. Peut-être était-ce simplement la posture héroïque répétée, cette tendance à apparaître toujours au bon moment. Mais tandis que ces scènes de vie se déroulaient, Martin restait concentré sur son objectif. Il savait que la démonstration avec Alex ne suffirait pas devant un tribunal. Il lui fallait plus, une faille dans le récit de Brice, une contradiction exploitable, une preuve matérielle. Il retourna examiner les photos des marques laissées sur les membres de Brice. Cette fois, il prêta attention à l'orientation des fibres, à la pression exercée, à la régularité des boucles. Il compara ces images avec celles prises sur les poignets d'Alex après la démonstration. La similitude était troublante. Dans un coin de son esprit, il se représenta la scène telle qu'elle aurait pu se dérouler. Brice seul dans la maison. La tension montait à son paroxysme. Le passage à l'acte, puis la décision froide de construire un alibi. Lancer la machine à laver. Se ligoter avec précision. Attendre. Appeler les secours. Cette reconstruction mentale ne le réjouissait pas. Elle le pesait, car si elle s'avérait exacte, cela signifiait que Raphaël était en train de défendre, consciemment ou non, un homme capable d'un calcul implacable. La nuit tombait sur Seth lorsque Martin quitta le commissariat. L'air marin avait cette odeur familière qui apaisait d'ordinaire ses pensées. Mais ce soir-là, il ne trouvait pas de répit. Il savait que l'enquête entrait dans une phase décisive. Soit il parviendrait à faire tomber le masque de Brice, soit il risquait de fragiliser son couple en poursuivant une piste que beaucoup jugeaient obsessionnelle. Dans l'ombre des quais, les cordages des bateaux se balançaient doucement, dessinant des boucles parfaites dans la lumière des lampadaires. Des nœuds simples, solides, utiles. Martin ne pouvait s'empêcher d'y voir un symbole. Les liens, qu'ils soient de corde ou de confiance, peuvent protéger autant qu'ils peuvent enfermer. La question restait suspendue, lourde et brûlante. Brice s'était-il réellement attaché lui-même, ou Martin était-il en train de nouer, malgré lui, les fils d'une erreur irréparable? La nuit avait déposé sur Seth un voile presque irréel, comme si la ville retenait son souffle à l'approche d'un bouleversement invisible. Dans la maison des Constants, le silence n'était qu'apparent. Martin avançait d'une pièce à l'autre avec cette lenteur propre aux hommes qui pensent trop. Chaque pas résonnait comme une mesure de son propre doute, non pas sur l'affaire, mais sur les conséquences qu'elle risquait d'avoir. Raphaël était déjà là, plongé dans un dossier qu'elle ne lisait plus vraiment. Ses yeux glissaient sur les lignes sans les retenir. Elle avait senti, dès que la porte s'était refermée derrière Martin, que quelque chose s'était encore durci en lui. Ce n'était pas une colère, ni même une frustration. C'était une détermination froide, presque isolante. Il posa ses clés sans un mot, puis s'assit face à elle. Pendant quelques secondes, ils restèrent ainsi, dans cette proximité silencieuse qui disait plus que n'importe quelle dispute. Raphaël finit par lever les yeux. Elle chercha dans son regard une hésitation, une brèche, un signe qu'il pouvait encore envisager une autre hypothèse. Mais elle n'y trouva qu'une conviction renforcée. Martin lui exposa, calmement, la démonstration réalisée avec Alex. Il décrivit les gestes, la manière dont les nœuds pouvaient être faits pour donner l'illusion d'une contrainte totale tout en restant contrôlable par celui qui les exécutait. Il parla des marques, de leur régularité, de la concordance troublante entre les photos de Brice et celles d'Alex après l'expérience. Raphaël écoutait, attentive, mais son visage ne trahissait rien. Elle connaissait Alex, elle savait son intégrité. Elle savait aussi que Martin n'inventerait jamais un élément pour faire avancer une thèse. Pourtant, quelque chose en elle résistait. Ce n'était pas de la naïveté, mais une fidélité à sa propre perception. Elle lui rappela que les crimes domestiques sont parfois plus simples qu'on ne le croit, que des cambrioleurs peuvent agir de manière méthodique. Elle évoqua le choc, la sidération, la manière dont un survivant peut paraître trop calme ou trop cohérent sans pour autant être coupable. Elle ne défendait pas Brice par affection, mais par principe, tant que la preuve n'était pas irréfutable, le doute devait subsister. Martin comprit que ce débat ne trouverait pas d'issue ce soir-là. Il ne voulait pas transformer l'enquête en champ de bataille conjugale. Pourtant, la fracture était là, fine mais réelle. Une ligne invisible qui séparait deux visions du monde. Pendant ce temps, à l'hôtel où il avait pris une chambre, Brice regardait le plafond avec une lucidité glaciale. Il savait que l'étau se resserrait. Il avait senti, lors de la visite de Martin à l'hôpital, cette manière d'observer chaque détail, de poser des questions en apparence anodines sur le ménage, sur Nadia, sur la machine à laver. Il se souvenait parfaitement du moment où il avait lancé le cycle. Il s'était convaincu que c'était un geste logique, presque instinctif. Effacer les traces, éliminer ce qui pouvait trahir une lutte.
Il avait choisi la machine à laver parce que c'était rapide, discret. Il n'avait pas pensé à l'étiquette. À cette mention si simple, nettoyage à sec uniquement. L'erreur l'obsédait désormais. Il repensa aussi aux nœuds. Il les avait exécutés avec précision, comme il l'avait appris des années plus tôt sur un voilier. Un demi-nœud, une boucle, un serrage contrôlé. Il avait calculé la tension pour que les marques soient crédibles sans être dangereuses. Il s'était attaché les pieds, puis les mains, dans un ordre précis, laissant une marge pour se libérer une fois l'alerte donnée. À l'époque, cela lui avait semblé parfait. Aujourd'hui, l'idée que Martin puisse avoir reproduit la scène lui donna un frisson. Il ne savait pas encore que cette démonstration avait eu lieu, mais il pressentait que le commandant n'abandonnerait pas. Au commissariat, Aurore reprenait le dossier avec un regard neuf. Elle n'était pas convaincue par l'acharnement apparent de Martin, mais elle ne pouvait ignorer la logique des nœuds marins. Elle demanda à Georges d'approfondir les analyses, de vérifier si Brice avait participé à des compétitions de voile, s'il avait posté des photos, des vidéos, des indices de sa maîtrise technique. Georges, méthodique, fouilla les réseaux sociaux, les archives de clubs nautiques, les inscriptions à des régates locales. Les résultats confirmaient que Brice n'était pas un amateur occasionnel. Il avait suivi des stages avancés, participé à des sorties en mer régulières. La voile n'était pas un simple loisir, mais une compétence réelle. Ce détail, en apparence anodin, prenait désormais une autre dimension. Au lycée, la braderie touchait à sa fin. Les sacs remplis de vêtements s'accumulaient, les billets étaient comptés avec sérieux. Diane et Marceau restaient un peu en retrait, échangeant à voix basse. Il y avait dans leur proximité quelque chose de naissant, une complicité qui dépassait la simple organisation d'un événement. Bastien, de son côté, observait sans intervenir. Il ressentait une légère mise à l'écart, comme si un espace se refermait sans lui. Esmé, attentive, tenta d'alléger l'atmosphère en plaisantant sur le succès de la journée. Mais même dans cette légèreté adolescente, les dynamiques changeaient. Erika, en récupérant les clés, laissa transparaître un soulagement discret. Rien de grave ne s'était produit. Pourtant, elle avait senti la fragilité de la confiance accordée. Une seule erreur, une seule dérive, aurait suffi à transformer une initiative positive en scandale. Au Spoon, la soirée s'étirait doucement. Judith repensait à l'incident des Halles. Elle se sentait partagée entre gratitude et malaise. Arthur intervenait toujours avec une efficacité presque théâtrale. Était-ce spontané, ou y avait-il derrière cette posture un besoin d'exister à travers le regard des autres? Lorsque Nina avait demandé à rester pour le goûter, Judith avait ressenti une chaleur simple, authentique. Nina apportait avec elle une innocence qui contrastait avec les tensions adultes. Karim, bien qu'un peu agacé par les circonstances, finit par se laisser attendrir par l'enthousiasme de sa fille. Alex, lui, demeurait pensif. La démonstration avec Martin continuait de le hanter. Il savait que son ami n'avançait jamais à la légère. Il connaissait aussi le poids d'une accusation mal fondée. Il se promit intérieurement de rester vigilant, de soutenir Martin sans pour autant perdre son propre discernement. Le lendemain, Martin convoqua une réunion restreinte. Il exposa à nouveau les éléments, la machine à laver, l'étiquette, la chronologie du cycle lancé 30 minutes après la mort, la maîtrise des nœuds marins, la démonstration avec Alex. Il ne parlait pas d'une preuve définitive, mais d'un faisceau d'indices convergents. Aurore posa une question cruciale. Comment transformer cette hypothèse en élément juridiquement exploitable? Une reconstitution officielle serait-elle possible? Brice accepterait-il de montrer comment il avait été attaché? Refuser constituerait-il un aveu implicite, ou simplement l'exercice de son droit? Martin savait que la ligne était fine. Il ne voulait pas forcer une erreur procédurale qui compromettrait tout. Il lui fallait encore un détail, un élément matériel qui viendrait verrouiller la théorie. C'est alors qu'il repensa au linge retrouvé dans la machine. Pas seulement aux costumes, mais aux autres vêtements. Si des fibres spécifiques correspondaient aux cordes utilisées, si des résidus pouvaient être identifiés, cela pourrait établir un lien direct entre la lessive et la mise en scène. L'enquête entrait dans une phase plus technique, plus froide. Moins spectaculaire, mais potentiellement décisive. Dans sa chambre d'hôtel, Brice commençait à sentir la solitude peser. Il avait appelé Raphaël pour s'excuser, pour réactiver chez elle la compassion. Il avait insisté sur l'acharnement de Martin, sur cette impression d'être jugé avant d'être entendu. Il avait choisi ses mots avec soin, jouant sur la fatigue émotionnelle, sur la peur de l'injustice. Il ne se considérait pas comme un manipulateur. Il se voyait comme un homme qui défendait sa survie. La frontière entre ces deux perceptions était mince, mais elle suffisait à apaiser sa conscience.
À l'extérieur, la mer continuait de battre contre les quais, indifférente aux drames humains. Les cordages des bateaux restaient tendus, solides, maintenus par des nœuds que seuls les initiés comprenaient vraiment. Dans l'ombre de cette ville paisible, les liens se resserraient peu à peu. Les liens de corde, les liens de confiance, les liens conjugaux. Et au centre de tout, une question persistait, de plus en plus lourde, jusqu'où Brice était-il prêt à aller pour maintenir l'illusion? Le jour suivant s'ouvrit sur une tension plus feutrée, moins visible mais plus dangereuse. À 7, les apparences reprenaient leurs droits. Les halles s'animaient, les bateaux quittaient le port, les lycéens traînaient devant les grilles comme si rien ne s'était déplacé sous la surface. Pourtant, dans les esprits, les lignes bougeaient. Au commissariat, Martin avait demandé que l'on examine à nouveau le linge saisi au domicile de Brice. Pas seulement le costume, mais l'ensemble du contenu de la machine. Chaque textile pouvait devenir un témoin silencieux. Il voulait savoir si des fibres de corde, des microparticules spécifiques, pouvaient être retrouvées dans le tambour ou incrustées dans les tissus. La démarche n'était pas spectaculaire, mais elle révélait son état d'esprit. Il ne cherchait plus une intuition à défendre, il construisait une architecture probante. Georges, concentré, travaillait sur les photos des marques laissées sur les membres de Brice. Il agrandissait, comparait, mesurait les espacements. Ce qui frappait, c'était la régularité. Les traces n'étaient ni chaotiques ni asymétriques. Elles suivaient une logique, comme si celui qui avait noué la corde avait pris le temps d'ajuster, de positionner, d'équilibrer la tension. Aurore, bras croisés, regardait l'écran en silence. Elle ne voulait pas admettre trop vite que Martin avait raison, mais elle sentait que l'hypothèse du homejacking se fissurait. Ce qui la troublait le plus n'était pas tant la possibilité que Brice se soit attaché lui-même, mais la froideur que cela supposerait. Se lier volontairement, ajuster la pression, calculer les marques à laisser sur sa propre peau. Il fallait une détermination que peu de gens possédaient. Pendant ce temps, Brice tentait de reprendre une forme de normalité. Il avait quitté l'hôpital avec un visage fermé, presque digne. Il avait pris une chambre d'hôtel en attendant que les scellés soient levés. La maison, encore figée par l'enquête, représentait un espace qu'il ne pouvait plus habiter sans y sentir l'ombre du soupçon. Dans la solitude de la chambre impersonnelle, il répétait intérieurement son récit. Les intrus, la violence, la sidération. Il se souvenait du moment où il avait décidé d'appeler les secours, calculant le temps nécessaire pour que son immobilisation paraisse crédible. Il s'était convaincu que tout tenait, que l'émotion, mêlée à la confusion, ferait le reste. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était la persistance de Martin. Raphaël, elle, oscillait entre deux réalités. Lorsqu'elle se trouvait au cabinet, entourée de dossiers et de jurisprudence, elle analysait les faits avec distance. Elle savait que les crimes domestiques déguisés en cambriolage n'étaient pas rares. Elle connaissait les statistiques, les scénarios classiques. Mais dès qu'elle repensait à la voix de Brice, à cette manière de parler de sa femme avec une douceur brisée, son esprit se brouillait. Elle n'ignorait pas le danger d'une projection. Elle savait combien il est facile de voir ce que l'on veut voir chez une personne en détresse. Pourtant, elle refusait de croire qu'elle puisse être manipulée aussi grossièrement. Au Spoon, la conversation du matin revenait encore sur la révélation d'Arthur. Être le cousin de Joyce n'était pas anodin. Cette filiation inattendue modifiait les équilibres. Judith repensait à la manière dont Arthur s'était présenté, sans emphase, presque comme un détail, alors que l'information avait provoqué un véritable étonnement. Karim, attablé avec Nina, gardait un œil attentif sur l'ensemble. Il n'était pas du genre à juger sans preuve, mais il avait développé un instinct face aux gens qui cherchent à se positionner. Arthur avait un talent certain pour apparaître au moment opportun. Était-ce de la générosité, ou une manière d'ancrer sa place dans le paysage familial? Nina, elle, ne voyait que la surface, une table conviviale, des adultes qui discutaient, la possibilité de rester un peu plus longtemps. Son enthousiasme tranchait avec la complexité des enjeux qui se jouaient autour d'elle. Au lycée, la braderie avait laissé des traces moins visibles mais tout aussi significatives. Diane et Marceau continuaient à se rapprocher. Leur complicité s'était installée naturellement, dans l'organisation, dans les échanges de regards, dans cette manière de partager un projet commun. Bastien, en retrait, ressentait un décalage qu'il ne savait pas nommer. Il n'était pas exclu, mais il n'était plus au centre. Esmé tentait de maintenir un équilibre, consciente que les dynamiques adolescentes peuvent basculer pour des détails insignifiants. Erika, en repensant à la journée, mesurait le risque qu'elle avait pris en confiant les clés. Rien de grave ne s'était produit, mais elle savait que la confiance est un capital fragile. Une seule dérive aurait suffi à tout compromettre. Au commissariat, une avancée inattendue se produisit lorsque les premiers résultats techniques tombèrent.
Des microfibres correspondant à un type de corde nautique spécifique avaient été identifiées sur certains vêtements retrouvés dans la machine. Rien de définitif encore, mais suffisamment troublant pour renforcer la théorie de Martin. La corde utilisée pour se ligoter n'était pas une simple ficelle domestique. Elle correspondait à un modèle fréquemment utilisé en navigation. Résistante, souple, conçue pour supporter des tensions importantes sans s'effilocher. Un choix cohérent pour un passionné de voile. Martin sentit la pièce supplémentaire s'emboîter. Il demanda à revoir les photos du tableau de nœuds marins accroché chez Brice. Chaque illustration représentait une technique précise, nœud de chaise, nœud plat, cabestan, nœud coulant. Certains étaient parfaitement adaptés pour créer un lien serré mais réversible. Il imagina Brice face à ce tableau, sélectionnant mentalement le type de nœud le plus crédible, le plus efficace. Il imagina la scène, non plus comme une agression, mais comme une chorégraphie froide. Raphaël, de son côté, apprit que Martin envisageait une reconstitution plus formelle. Elle sentit une inquiétude sourde monter en elle. Si l'enquête s'orientait officiellement vers Brice, cela signifierait une confrontation directe. Et elle savait que cette étape serait difficile, tant sur le plan professionnel que personnel. Le soir venu, elle tenta d'aborder le sujet avec Martin sans agressivité. Elle ne voulait pas d'un affrontement, mais d'une discussion. Elle lui demanda s'il était certain de ne pas être influencé par autre chose que les faits. La question resta suspendue entre eux. Martin ne répondit pas immédiatement. Il savait que cette interrogation visait la proximité supposée entre Brice et Raphaël. Il comprenait le soupçon implicite, jalousie, rivalité, biais émotionnel. Il affirma, calmement, que son analyse reposait sur des éléments concrets. Il parla des fibres, des nœuds, de la lessive, de la chronologie. Il reconnut que l'émotion peut brouiller une enquête, mais qu'il s'efforçait précisément de s'en détacher. Raphaël ne répondit pas tout de suite. Elle connaissait cet homme, elle savait son intégrité. Pourtant, elle ressentait un vertige. Si Martin avait raison, cela signifiait qu'elle avait été la cible d'une manipulation calculée. Et cette idée, plus que la culpabilité de Brice, était difficile à accepter. Dans sa chambre d'hôtel, Brice sentit pour la première fois une fissure dans sa confiance. Il avait reçu un appel bref l'informant que certains éléments techniques étaient réexaminés. Le ton neutre de l'interlocuteur ne laissait rien paraître, mais il comprit que l'enquête ne s'essoufflait pas. Il se leva, fit quelques pas, observa ses poignets. Les marques avaient presque disparu. Il se demanda si, quelque part, il avait sous-estimé l'attention portée aux détails. S'il avait cru que l'émotion suffirait à masquer la mécanique. À l'extérieur, la mer se teintait d'orange sous le soleil couchant. Les cordes des bateaux restaient tendues, solides, maintenues par des nœuds invisibles au regard profane. Les fils de l'enquête se resserraient à leur tour. Pas encore assez pour arrêter, mais suffisamment pour inquiéter. La question devenait plus pressante. Lorsque la vérité éclaterait, qui serait réellement pris au piège? L'homme qui avait noué la corde, ou ceux qui avaient cru en lui? L'atmosphère à Sète semblait presque trop calme pour être honnête. Comme si la ville, habituée aux tempêtes humaines, savait reconnaître l'instant précis où tout peut basculer. Au commissariat, Martin avait cessé de parler de simple intuition. Désormais, il organisait les éléments comme on prépare une confrontation inévitable. Les analyses techniques n'étaient pas encore définitives, mais elles traçaient une ligne de plus en plus nette. Les microfibres identifiées correspondaient bien à une corde nautique spécifique. Pas un modèle rare, certes, mais un type que l'on trouve surtout chez les amateurs éclairés de navigation. Martin fit vérifier les achats récents effectués par Brice, les factures potentielles, les photos prises lors de sorties en mer. Chaque détail comptait. Ce qui l'obsédait désormais n'était pas seulement la possibilité que Brice se soit attaché lui-même, mais le degré de préparation que cela impliquait. Se ligoter exige un ordre précis, commencer par les pieds, ajuster la tension, conserver une marge pour les mains, puis réaliser un nœud suffisamment crédible pour tromper un regard extérieur, tout en restant techniquement défaisable. Ce n'est pas un geste improvisé dans la panique, c'est un acte réfléchi. Georges présenta une observation troublante. Sur les photos des poignets de Brice, la pression semblait plus marquée sur une zone précise, comme si le serrage avait été contrôlé. Dans un cas d'agression réelle, les marques sont souvent irrégulières, dues aux mouvements involontaires, aux tentatives de fuite. Ici, la symétrie persistait. Aurore, silencieuse, finit par admettre que la piste du homejacking perdait en solidité. Elle n'abandonnait pas totalement l'hypothèse, mais elle reconnaissait que les incohérences devenaient trop nombreuses pour être ignorées. Martin prit alors une décision. Il fallait confronter Brice, sans accusation frontale, mais avec une précision chirurgicale.
Le laisser parler, l'observer, tester ses réactions face à certains éléments techniques. Pendant ce temps, Brice tentait de maintenir une apparence de normalité. Il sortit brièvement de l'hôtel pour marcher le long du port. L'air marin lui était familier, presque rassurant. Il observa les cordages des bateaux, ces lignes tendues qui avaient toujours symbolisé pour lui la maîtrise et la stabilité. Mais cette fois, ces nœuds lui rappelaient autre chose, la possibilité que sa propre expertise se retourne contre lui. Il repensa au tableau accroché chez lui. Était-ce une erreur de le laisser visible? Était-ce trop évident? Il s'était convaincu que sa passion pour la voile était un trait banal, partagé par tant d'habitants de Sète. Il n'avait pas imaginé qu'elle deviendrait un élément central d'une enquête. À l'autre bout de la ville, Raphaël ressentait une tension qu'elle ne parvenait plus à ignorer. Elle avait accepté de rencontrer Brice brièvement, dans un cadre professionnel. Elle voulait l'entendre une dernière fois sans l'influence de Martin, sans le poids du conflit conjugal. Face à elle, Brice adopta une posture mesurée. Il parla de solitude, d'injustice, de la douleur de perdre sa femme et d'être suspecté en même temps. Il évoqua la machine à laver, répétant l'explication du départ différé, des habitudes domestiques. Il ne variait pas, son récit restait stable. Mais cette stabilité même éveillait un léger trouble chez Raphaël. Il n'y avait aucune hésitation, aucune nuance nouvelle. Comme si chaque phrase avait été calibrée. Elle tenta d'aborder indirectement la question des nœuds. Il répondit qu'il ne se souvenait pas précisément de la manière dont il avait été attaché, qu'il était sous le choc, que tout était flou. Cette absence de détails contrastait avec la précision dont il faisait preuve sur d'autres aspects. En quittant le rendez-vous, Raphaël sentit une fissure imperceptible dans sa certitude. Elle n'était pas prête à admettre la culpabilité de Brice, mais elle ne pouvait plus écarter totalement l'hypothèse. Au Spoon, l'ambiance semblait plus légère. Arthur continuait d'occuper l'espace avec Naturel. Depuis la révélation de son lien avec Joyce, les conversations prenaient une autre tournure. Il était passé du statut d'intervenant ponctuel à celui de membre élargi d'un cercle familial. Judith observait cette évolution avec une attention silencieuse. Elle appréciait son soutien, mais elle percevait aussi une forme de mise en scène. Arthur savait se rendre indispensable. Était-ce instinctif ou stratégique? Karim, de son côté, gardait un regard prudent. Il connaissait les dynamiques humaines. L'envie d'appartenir peut parfois pousser à forcer les choses. Mais pour l'instant, rien ne justifiait une méfiance ouverte. Au lycée, la braderie avait laissé place à une proximité nouvelle entre Diane et Marceau. Leur complicité ne passait plus inaperçue. Bastien, en retrait, ressentait le déplacement d'un équilibre. Il ne s'agissait pas d'une rivalité déclarée, mais d'un glissement subtil. Esmé tentait de maintenir un climat serein, consciente que les tensions adolescentes peuvent dégénérer pour des détails insignifiants. Elle observait Marceau avec une prudence discrète, se souvenant de son idée maladroite d'utiliser l'argent de l'association pour célébrer l'événement. Ces microdynamiques, en apparence éloignées de l'enquête, rappelaient pourtant une vérité commune, la confiance est toujours fragile. Elle se construit lentement et peut se fissurer en un instant. Au commissariat, Martin fit convoquer Brice pour un nouvel entretien. L'objectif n'était pas de l'accuser frontalement, mais de tester la cohérence de son récit face à des éléments techniques plus précis. Lorsque Brice entra dans la salle, il afficha une fatigue maîtrisée. Martin commença par des questions simples, presque anodines. Puis il aborda la machine à laver, l'étiquette du costume, la chronologie exacte. Brice répéta son explication, sans variation. Martin introduisit alors la question des nœuds marins, évoquant le tableau accroché chez lui. Il observa attentivement le visage de Brice. Une micro-réaction, presque imperceptible, traversa son regard avant qu'il ne se reprenne. Il admit aimer la voile, mais minimisa son expertise. Martin ne releva pas immédiatement. Il laissa un silence s'installer. Les silences sont parfois plus révélateurs que les mots. Il décrivit ensuite, avec précision, la possibilité technique de se ligoter soi-même en utilisant certains nœuds. Il ne dit pas que la démonstration avait été faite avec Alex, mais il expliqua le principe. Brice resta calme, trop calme. Il affirma que l'idée était absurde, qu'il n'aurait jamais eu la présence d'esprit de faire cela après une agression. Il insista sur la violence subie, sur la confusion. Martin sentit que la confrontation directe ne suffirait pas. Il lui manquait encore un élément décisif. En sortant de la salle, il croisa Raphaël dans le couloir. Leurs regards se croisèrent, lourds de tout ce qui n'était pas dit. Elle ne demanda rien, mais elle comprit que l'enquête avançait. La mer, au loin, continuait d'onduler sous le vent. Les cordes des bateaux restaient tendues, solides, fiables. Mais à mesure que les preuves s'alignaient, une autre question prenait forme.
Si Brice avait construit ce piège avec autant de précision, quel était le point faible qu'il n'avait pas anticipé? La tension atteignait un seuil presque imperceptible, celui où plus personne ne parle vraiment fort, mais où chaque mot devient lourd. Au commissariat, Martin ne cherchait plus à convaincre ses collègues. Il travaillait désormais comme un homme qui sait que la vérité n'est plus très loin, mais qu'un faux pas pourrait tout compromettre. Après l'entretien avec Brice, quelque chose s'était déplacé. Ce n'était pas une confession, ni même une contradiction flagrante. C'était une micro-fissure, une réaction fugace lorsqu'il avait été question des nœuds marins. Une fraction de seconde pendant laquelle le masque avait glissé avant de se remettre en place. Martin connaissait ce genre de réaction. Il ne pouvait pas l'utiliser en justice, mais il savait l'interpréter. George apporta alors un élément supplémentaire. En recoupant les données téléphoniques et les horaires de la machine à laver, il apparut que le cycle avait été lancé à un moment où, selon le récit de Brice, il était déjà immobilisé depuis plusieurs minutes. La chronologie ne coïncidait pas parfaitement. Ce n'était pas encore un renversement total, mais c'était un décalage. Un décalage suffisant pour ébranler la cohérence du scénario. Aurore, désormais moins sceptique, admit que la piste de la mise en scène devenait plus solide. Elle rappela cependant qu'il faudrait un élément matériel indiscutable pour enclencher une mise en examen. Martin le savait, il n'était pas question d'agir dans la précipitation. Pendant ce temps, Brice ressentait une pression nouvelle. L'entretien avec Martin l'avait déstabilisé plus qu'il ne voulait l'admettre. Il avait perçu cette manière de parler des nœuds comme d'un mécanisme maîtrisé, presque familier. Comme si Martin ne se contentait pas d'imaginer, mais savait. Dans sa chambre d'hôtel, il rejouait mentalement chaque étape. Avait-il laissé un détail visible? Avait-il serré trop régulièrement? Avait-il sous-estimé la capacité d'analyse technique? Il comprenait désormais que le danger ne venait pas d'une preuve spectaculaire, mais d'un ensemble d'indices qui, mis bout à bout, dessinaient une vérité. Raphaël, de son côté, traversait une zone de trouble intérieur. La conversation avec Brice l'avait laissée insatisfaite. Elle avait cherché une émotion brute, un déséquilibre, quelque chose qui trahirait une innocence blessée ou une culpabilité cachée. Elle n'avait trouvé qu'un récit maîtrisé. En rentrant chez elle, elle observa Martin différemment. Elle ne voyait plus un mari possiblement biaisé, mais un enquêteur qui avançait avec méthode. La fissure dans sa certitude s'élargissait. Ce n'était pas encore un basculement, mais une ouverture. Au Spoon, l'atmosphère semblait plus légère en apparence. Arthur continuait d'occuper l'espace avec naturel. Depuis la révélation de son lien avec Joyce, il était intégré différemment. Il ne cherchait pas à en faire trop, mais sa présence était constante. Judith observait cette évolution avec une sensibilité particulière. Elle se souvenait de l'incident au hall, de la manière dont Arthur était intervenu sans hésitation. Elle se demandait si ce besoin d'être là, toujours au bon moment, relevait d'une générosité instinctive ou d'un désir de reconnaissance. Karim, fidèle à lui-même, restait attentif sans juger. Il connaissait trop bien les situations où les apparences peuvent être trompeuses. Mais pour l'instant, rien ne justifiait une alerte. Au lycée, la dynamique entre Diane et Marceau s'affirmait. Leur complicité devenait visible. Bastien, malgré lui, ressentait une distance nouvelle. Il ne disait rien, mais ses silences étaient plus longs. Esmé percevait ces tensions diffuses. Elle tentait de maintenir un équilibre, consciente que les amitiés adolescentes peuvent se fissurer rapidement. Ces micro-conflits, ces déplacements subtils, faisaient écho à ce qui se jouait à une autre échelle dans l'enquête. La confiance, une fois entamée, ne retrouve jamais exactement sa forme initiale. Au commissariat, Martin prit une décision stratégique. Plutôt que d'attendre une erreur supplémentaire, il demanda une reconstitution technique encadrée. Pas une accusation directe, mais une vérification scientifique des possibilités. Il voulait démontrer, de manière formelle, qu'un homme ayant les compétences de Brice pouvait se ligoter seul en reproduisant exactement les marques observées. Cette étape serait délicate. Elle exposerait publiquement la théorie. Elle forcerait Brice à se positionner. Lorsque Brice fut informé de cette démarche, son calme se fissura légèrement. Il comprit que l'enquête n'était plus dans la supposition, mais dans la démonstration. Il tenta de maintenir sa ligne, il refusa poliment toute participation active à une reconstitution, invoquant son droit et son état psychologique fragile. Ce refus, légalement compréhensible, renforça néanmoins les soupçons. Raphaël apprit la nouvelle presque en même temps. Cette fois, elle ne défendit pas immédiatement Brice. Elle resta silencieuse, mesurant le poids de ce refus. Si l'homme était innocent, pourquoi ne pas coopérer pleinement pour dissiper tout doute? La question s'imposa à elle avec une clarté douloureuse.
Martin, en observant les réactions successives, sentit que le piège se refermait lentement. Non pas un piège illégal, mais un cercle logique. Chaque réponse de Brice s'inscrivait désormais dans un schéma de défense. La mer, une fois encore, continuait son rythme immuable. Les cordes des bateaux restaient nouées avec précision, solides, fiables. Mais dans cette affaire, les nœuds devenaient métaphoriques. Les liens entre les faits, les émotions, les intuitions et les preuves se resserraient. Brice n'était pas encore officiellement accusé, mais l'ombre de la mise en examen se profilait. La question désormais n'était plus de savoir si la mise en scène était possible. La question était, quand la preuve décisive émergerait-elle, et qui tomberait en premier, l'homme qui a noué les cordes, ou la confiance que certains avaient placée en lui. Le vent s'était levé sur Sète comme un avertissement discret. Il n'y avait ni sirène, ni éclat spectaculaire, seulement cette sensation que les choses arrivaient à leur point de bascule. Au commissariat, Martin relisait une dernière fois les éléments accumulés. Les fibres de cordes nautiques. La machine à laver lancée à un horaire incompatible avec le récit initial. Le costume nettoyé en machine malgré l'étiquette. La maîtrise technique des nœuds. Le refus de participer à la reconstitution. Pris séparément, aucun de ces éléments n'était suffisant. Ensemble, ils formaient une cohérence implacable. Aurore posa le dossier sur la table avec gravité. Elle ne contestait plus la théorie. Elle se concentrait désormais sur la solidité procédurale. Georges confirma que les microfibres retrouvées correspondaient bien à un modèle de cordage utilisé dans la navigation de plaisance, et que ce même type de corde figurait sur plusieurs photos anciennes de Brice lors de sorties en mer. Ce n'était pas une preuve d'homicide en soi. Mais c'était une preuve de mise en scène possible. Martin décida alors de convoquer Brice une dernière fois. Cette fois, l'entretien ne serait plus exploratoire. Il serait frontal. Lorsque Brice entra, il perçut immédiatement le changement d'atmosphère. Les regards n'étaient plus curieux, ils étaient fermes. Martin exposa méthodiquement les éléments. Il ne parla pas d'intuition. Il parla de chronologie, de fibres, de pression régulière sur les marques, de compétences techniques. Puis il aborda la question centrale, la possibilité de s'être attaché seul. Brice tenta d'abord de maintenir son récit. Il évoqua la panique, le traumatisme, la confusion. Mais face à l'accumulation des détails, son discours perdit de sa fluidité. Un silence s'installa, plus lourd que les mots. Martin posa alors une question simple, presque froide. Comment la machine a-t-elle pu être lancée si vous étiez déjà ligoté? Cette fois, l'hésitation fut visible. Minime, mais réelle. Ce ne fut pas une confession immédiate. Ce fut un effritement, un doute injecté dans la cohérence du récit. Raphaël, informé de la confrontation, ressentit un vertige. Elle comprit que la ligne qu'elle avait défendue se fissurait. Elle ne voulait pas croire qu'elle avait été manipulée, mais elle ne pouvait plus ignorer les contradictions. Elle repensa à la voix maîtrisée de Brice, à cette absence de variation dans le récit. Elle réalisa que ce qu'elle avait interprété comme de la stabilité émotionnelle pouvait être une répétition calculée. Au lycée, la dynamique entre Diane et Marceau semblait désormais installée. Bastien, en retrait, avait cessé d'espérer une autre issue. Esmé, lucide, comprenait que certaines distances ne se comblent pas par la volonté. Au Spoon, Arthur continuait d'être présent, intégré au cercle élargi des Delcourt. Judith, pourtant, observait avec une maturité nouvelle. Elle avait appris, à travers ce qui se jouait autour de Brice, que la proximité ne garantit pas la transparence. Les apparences peuvent rassurer, elles peuvent aussi masquer. Au commissariat, l'étape suivante s'imposa presque d'elle-même. Les incohérences, cumulées, justifiaient une mise en examen pour homicide et mise en scène d'infraction. Lorsque la décision fut annoncée à Brice, son visage se ferma. Il comprit que la mécanique qu'il avait construite se retournait contre lui. Les nœuds qu'il avait noués avec précision devenaient désormais les maillons d'une chaîne judiciaire. Ce ne fut pas une scène explosive. Pas de cris, pas de colère spectaculaire. Juste un silence lourd. Martin observa l'homme face à lui. Il ne ressentait ni satisfaction ni triomphe. Seulement la gravité d'avoir franchi une étape décisive. Il savait que la procédure serait longue, que la défense tenterait de démonter chaque élément. Mais il savait aussi que la logique tenait. Raphaël, confrontée à la réalité de la mise en examen, choisit le silence. Elle n'exprima ni reproche ni justification. Elle regarda Martin autrement, non plus comme un mari possiblement aveuglé par l'émotion, mais comme un enquêteur qui avait suivi une ligne malgré l'isolement. Ce regard fut plus fort qu'un aveu. La mer continuait de battre contre les quais. Les cordages des bateaux restaient noués avec cette précision rassurante qui fait tenir les embarcations en place.
Brice avait cru que ses compétences maritimes lui offriraient un alibi crédible. Il n'avait pas imaginé qu'elle deviendrait la clé de son effondrement. Les nœuds marins, symbole de maîtrise et de sécurité, s'étaient transformés en preuve d'une manipulation calculée. À 7, rien ne semblait avoir changé. Les halles ouvraient comme chaque matin. L'Ospoon accueillait ses clients. Les lycéens reprenaient leurs habitudes. Mais pour ceux qui avaient traversé cette affaire, quelque chose s'était déplacé. La confiance, une fois mise à l'épreuve, ne revient jamais intacte. Les liens peuvent unir, ils peuvent aussi emprisonner. Et parfois, ce sont les nœuds que l'on croit les plus solides qui finissent par se défaire sous le poids de la vérité.